quelles sont les hypothèses physiopathologiques du Covid long? Donc, la première diapo, peut-être. Donc il faut déjà que j'arrive à quitter ça. Voilà. Juste la première, c'est juste toutes les hypothèses à prendre avant de rentrer dans la table. Donc la première intervenante, c'est Madame Lisa Chakrabarty, qui est chercheuse en immunologie à l'Institut Pasteur, qui a accepté de venir nous parler de façon assez claire de toutes les hypothèses virologiques et immunologiques qui sous-tendent le Covid long. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir fait le déplacement. Et donc, on travaille avec Lisa déjà depuis 1 an sur cette cohorte. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, merci aux organisateurs pour la possibilité de participer à cette journée vraiment très intéressante. Donc, je vais discuter les mécanismes possibles de la pathogénèse du Covid long avec un focus plutôt sur les hypothèses immunologiques et virologiques. Et comme Dominique l'a mentionné, je suis chercheur en immunologie et non pas clinicienne. Donc cette présentation sera plus axée sur les aspects de la recherche fondamentale. D'abord, un bref rappel de la cinétique des réponses immunitaires antivirales. Alors, il y a un pointeur. Dans un cas de figure d'une infection idéalement contrôlée, l'immunité... Pardon, je vais essayer de mettre le pointeur. Ah, voilà. L'immunité innée intervient très très vite, et ce qui permet de contrôler rapidement la réplication virale et laisse le temps à l'immunité adaptative, médiée par les cellules T et les cellules B, de se développer. On sait déjà que dans le cas de l'infection par le SARS-CoV-2, l'immunité innée est retardée. En effet, ce virus a la capacité de limiter l'induction des interférons, en particulier ceux de type 1. Donc il y a moins de signaux d'alarme et ça permet une réplication virale conséquente, en particulier dans l'épithélium des voies respiratoires. Ensuite, l'immunité adaptative se met en route et parvient à contrôler le virus. Maintenant, dans les cas de Covid sévères, il a été montré qu'il y a un retard et une faible intensité de la réponse T. Ça a été montré par les équipes de Bertoletti, Cencroti, Malameni. Et donc, du fait de cette réponse T retardée, la réplication virale persiste, l'immunité innée est elle aussi enclenchée en permanence, et donc avec des conséquences possibles sur l'inflammation persistante, ce qui est indiqué ici. Donc, qu'en est-il dans le Covid long? Il y a plusieurs types d'hypothèses. Certains auteurs proposent que la réponse immune est exacerbée, ce qui mènerait à une inflammation persistante et à éventuellement à des auto-immunités. Je mentionnerai d'abord cette étude du groupe de Tim Emrich à UCSF, donc un suivi de 121 patients, dont 73 avaient un Covid long qui est ici appelé PASC. La plupart des patients n'avaient pas des infections sévères, il s'agit plutôt de patients non hospitalisés. Certains, il y avait peut-être un terrain de maladie auto-immune un peu plus fréquent dans le groupe Covid long. Et les auteurs ont analysé les marqueurs plasmatiques par une technique sensible de 6 mois. Ils ont trouvé des augmentations précoces de TNF-alpha dans le groupe Covid long et aussi d'IP10 là-haut. Et de façon intéressante, une augmentation prolongée d'interleukine 6. Vous voyez toutefois que ces augmentations ne sont pas d'une amplitude très forte. Donc il y a peut-être des signes d'activation immune persistante qui pourraient être associés au développement d'un Covid long, mais ils restent modérés. Autre étude, cette fois-ci menée
menée donc à Singapour, où sur un suivi de 183 patients, 22 ont développé des signes persistants, donc une fréquence assez faible. Mais ce qui était intéressant, c'est que le suivi longitudinal des marqueurs d'inflammation a révélé quelques augmentations, et cette fois-ci en phase précoce. Les 21 ou 22 patients qui ont développé des symptômes persistants avaient des taux de cette chimiokine MCP1 plus élevés aux étapes précoces de l'infection. Donc peut-être une inflammation précoce, une inflammation précoce pourrait contribuer à l'établissement de ces symptômes. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les marqueurs sériques ont été suivis au long terme, jusqu'à 6 mois. Et on voit donc aux étapes précoces, comme on s'y attend, des marqueurs inflammatoires, mais il se passe encore des choses aux étapes tardives, avec en particulier l'induction du VEGF, ici, un facteur d'angiogénèse, et qui pourrait peut-être être le signe de la réparation d'une atteinte vasculaire ou d'une inflammation des cellules endothéliales pendant la phase de récupération. On note aussi l'induction de cette cytokine, le SCF ou Stem Cell Factor. Peut-être que cette inflammation chronique pourrait contribuer au syndrome d'activation des mastocytes, ou SAMA, que je ne détaillerai pas puisqu'il va être l'objet d'une présentation ce matin. Mais je voulais juste mentionner que certains des facteurs immunologiques retrouvés, élevés, en particulier l'interleukine 6 et le SCF, sont des facteurs qui activent les mastocytes. Donc on pourrait avoir un lien assez direct entre une inflammation persistante et le SAMA. Donc c'est un peu... je suis un peu sortie, donc il faut que j'arrive à passer mes diapos. Donc je vais arrêter avec le pointeur qui bloque les diapos. Et donc maintenant, ça devrait être mieux. Voilà. Donc je passerai à cette étude de Glynn et Gupta, qui ont suivi des patients avec Covid long ou pas, 49 versus 16. Et on note donc une fréquence d'un terrain atopique plus élevée dans le groupe des patients qui avaient le Covid long. Je n'arrive pas à faire marcher le pointeur, bon tant pis. Et donc, au cours de cette étude, les cliniciens ont proposé au fil de l'eau un traitement par antihistaminique avec des molécules qui bloquaient à la fois les récepteurs H1 et H2 de l'histamine, ceci pour au moins 4 semaines. Et il semblerait que parmi les patients Covid long qui ont accepté de prendre ces molécules, de suivre ce traitement, il pourrait y avoir une amélioration des symptômes. Amélioration qui restera à confirmer dans des essais cliniques qui seront dédiés réellement à cette question. Maintenant, qu'en est-il de la réponse adaptative? On a cette étude de Files et Erdmann qui a étudié la fréquence des cellules T CD4 spécifiques du SARS-CoV-2 par une technique de mesure d'induction des marqueurs d'activation OX40 et PDL1 et qui voit chez les patients Covid long en rouge une fréquence plus élevée de réponse TCD4 spécifique au temps tardif. Et sur le graphe C, on voit que cette réponse n'a pas l'air d'évoluer avec le temps, elle ne diminuerait pas. Cela dit, un facteur possible confondant de cette étude, c'est que les patients du groupe Covid long avaient été hospitalisés pour la moitié, alors que ce n'était pas le cas des patients contrôle qui avaient un Covid résolu. Donc on peut se demander si la persistance de réponse plus forte n'est pas liée à une sévérité plus marquée de l'infection. Par contre, ce qui semble clair, c'est dans les cas très particuliers des patients qui ont eu des pneumonies sévères, il pourrait y avoir un lien avec la persistance de lymphocytes T activés dans le tissu pulmonaire. C'est ce que suggère cette étude de Cheon, c'est une étude de la Mayo Clinic, où ils ont étudié à la fois la fonction pulmonaire et
le profil immunologique des cellules du lavage broncho-alvéolaire et du sang. On voit que ces patients, les patients donc, du groupe Covid avaient plus de 60 ans, ont eu des pneumonies sévères et des séquelles persistantes au niveau pulmonaire. Ils ont été comparés à un petit nombre de contrôles qui n'avaient, eux, pas été infectés. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que la fonction pulmonaire mesurée ici par le FEV1 ou le DLCO était inversement corrélée à la présence de lymphocytes TCD8 mémoire, donc on appelle TRM, présents dans le lavage broncho-alvéolaire. Et cette corrélation inverse était d'autant plus marquée que l'on analysait les TRM qui étaient CD103-, ce qui sont des TRM plus activés. D'où l'idée qu'ils puissent persister dans le tissu pulmonaire des cellules TCD8 qui contribuent certes au contrôle de l'infection virale, à l'élimination des cellules infectées, mais qui pourraient également, de par leur fonction cytotoxique, mener à des lésions tissulaires persistantes. Pour ce qui est des anticorps, j'ai noté cette étude assez frappante de Valucat et collaborateurs en Allemagne qui suggère qu'il y aurait beaucoup d'auto-anticorps dirigés contre les récepteurs couplés aux protéines G ou GPCR chez ces patients atteints de Covid long. C'est peut-être un peu difficile à voir, mais en fait, comme je n'ai pas vraiment de pointeur, c'est un peu compliqué, mais les grandes colonnes de croix indiquent la présence d'auto-anticorps contre le récepteur bêta-2 adrénergique, contre le récepteur M2 muscarinique, donc récepteur à l'acétylcholine, et contre 2 récepteurs du système rénine-angiotensine, l'AT1 et le MAS. Donc c'est assez frappant. On regrette qu'il n'y ait pas de groupe contrôle. Mais si jamais cette étude était confirmée, on pourrait se dire que des auto-anticorps qui bloquent en particulier les GPCR pourraient contribuer aux symptômes de dysautonomie et aux symptômes cardiovasculaires. Il faut que je ressorte à nouveau. Bon, alors on va essayer comme ça. Désolée. Donc, j'ai sauté une diapo. Voilà. Donc maintenant, paradoxalement, il y a d'autres études qui proposent que l'immunité est non pas exacerbée, mais défective. Et ça pourrait être associé à une persistance virale, à des lésions tissulaires induites par le virus localement dans les tissus. Je ne rappellerai que très brièvement l'étude de Clara Lehmann, qui donc suggère qu'un faible taux d'anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 pourrait être associé à une fréquence de symptômes persistants plus élevée. Je passerai un peu brièvement sur cette étude chinoise qui a étudié des patients au long cours avec des PCR répétés. Si on regarde les 2 exemples en bas, à gauche, vous avez un patient classique pour lequel la PCR en courbe rouge est positive uniquement à l'étape initiale de l'infection, et c'est rapidement contrôlé, et les courbes vertes et noires indiquent l'augmentation des anticorps. Par contre, à droite, on a un patient avec une chute de la virémie plus progressive et une réactivation virale qui n'est pas de très forte intensité, mais qui est détectable. Et ce qui est intéressant chez ce patient, c'est que le développement des taux d'anticorps reste faible. Et lorsqu'ils analysent tout leur groupe de patients, il est clair que les patients qui ont testé plusieurs fois positifs en PCR, c'est-à-dire le groupe rouge positif retest, a des taux d'anticorps d'IgG plus faibles que les patients qui ont rapidement contrôlé la virémie. Un autre point intéressant de cette étude, c'est que les patients qui avaient des rebonds viraux avaient également du virus plus fréquemment détectable dans des prélèvements au niveau anal, d'où la notion d'une persistance dans le tractus digestif.
Autre étude intéressante qui a été également mentionnée, en particulier par Émilie Serra, cette fameuse étude menée sur l'épithélium des fentes, l'épithélium olfactif, donc des patients atteints de Covid long de la cohorte de l'Hôtel-Dieu établie par Dominique Salmon ont été analysés par ces prélèvements dans les fentes nasales. On voit ici que les cellules de l'épithélium récupéré sont positives pour un marqueur viral NP en vert, la nucléocapside. La nature de ces cellules infectées n'est pas tout à fait claire, mais il y aurait peut-être certains neurones immatures marqués par le marqueur TUJ1 en rouge. On note aussi la présence de macrophages ou de cellules microgliales IBA1 en blanc. Ces cellules ne sont pas infectées, mais leur simple présence est un signe d'inflammation. Donc, on a une association entre anosmie, persistance virale et inflammation. Et quand on regarde plus en détail les 5 patients avec Covid long qui ont été étudiés, on voit dans les cercles rouges qu'ils étaient tous positifs en PCR dans les fentes nasales, que par contre, ils étaient tous négatifs en prélèvement rhinopharyngé et que 2 sur 5 étaient également séronégatifs, dont sans doute Émilie. Et comme elle l'a bien expliqué, ça documente une infection chez des gens qui étaient PCR négatifs, anticorps négatifs. Maintenant, cette étude intéressante de Marc Scherlinger du groupe de Jean Sibilia à Strasbourg qui étudie la réponse adaptative. Donc là, les réponses T ont été étudiées par technique ELISpot, production d'interféron gamma, et on voit que les barres rouges sont les patients qui sont ELISpot positifs en haut, et la plupart de ces patients ont développé des anticorps, ce qui est des anticorps anti-RBD et anti-spike. Donc ils étaient à la fois positifs pour la réponse cellulaire ELISpot et pour la réponse anticorps. Par contre, la moitié des patients qui étaient négatifs en ELISpot, donc qui n'avaient pas de réponse cellulaire, eh bien la grande majorité, presque tous, étaient séronégatifs. Donc on a vraiment une distinction de 2 groupes de patients Covid long, 2 sous-groupes, ceux qui ont des réponses adaptatives détectables, avec la conjonction des réponses anticorps et réponses cellulaires, et puis des patients chez qui on ne détecte pas ces réponses. Et il y a peu de différence dans les symptômes entre les 2 sous-groupes de patients, sauf peut-être une plus forte fréquence des douleurs thoraciques dans le groupe appelé non immunisé, c'est-à-dire celui qui n'a pas de réponse détectable. Et de notre côté, donc au laboratoire, nous étudions des patients issus de la cohorte de l'Hôtel-Dieu et nous avons mis en œuvre un test de détection d'anticorps qu'on appelle S-Flow, qui consiste à incuber le sérum des patients avec des cellules qui expriment des forts niveaux de spike, donc la protéine de surface du SARS-CoV-2, et puis c'est révélé par un anticorps secondaire qui permet donc de mesurer les anticorps capables de se lier à la spike native. Et nous avons étudié donc des patients ACC phase aiguë, des forts taux d'anticorps. Également chez les convalescents en bleu, de forts taux d'anticorps sont détectés. Et par contre, chez les patients Covid long en violet, on détecte 2 groupes de patients. Donc on confirme l'existence des 2 sous-groupes, séropositifs et séronégatifs. Ce qui est intéressant, si je pouvais pointer, je vous montrerais que les patients avec des valeurs intermédiaires en S-Flow étaient en fait séronégatifs en ELISA classique effectués à l'hôpital. Donc ces tests plus sensibles permettent de détecter quand même la séroconversion chez certains des patients, mais le groupe représenté en bas est clairement, lui, séronégatif. Et dans ce groupe, il n'y a que quelques patients avec infection documentée, je pense 2 avec une PCR positive et 3 avec une anosmie agueusie. Donc, mais comme ça a été bien discuté, il reste très important d'étudier ces patients. Et nous essayons donc d'étudier leur immunité cellulaire en mettant en œuvre, là encore, des tests sensibles. Donc, on génère ce qu'on appelle des lignées T primaires. Ça consiste à prendre les cellules sanguines, à les stimuler avec des peptides du SARS-CoV-2, à laisser ces cellules en culture pendant environ 12 jours,
puis à les restimuler avec les peptides avant de mesurer la production de cytokines intracellulaires, ici interféron gamma en abscisse, TNF-alpha en ordonnée. Donc je montre juste un exemple parce que ce sont des études en cours. Dans ce cas de figure contre ce peptide nommé M141, nous n'avons pas de réponse chez un donneur sain. Une réponse forte chez un patient Covid long séropositif en conditions stimulées par le peptide, puisque cette longue culture permet d'augmenter les réponses, et une réponse faible mais détectable chez un patient Covid long séronégatif. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est d'étendre ce type d'études et surtout de vérifier que certains peptides ne donnent pas de bruit de fond dans la cohorte des personnes non infectées, parce qu'il y a des possibilités de réactions croisées avec les coronavirus du rhume. Donc notre objectif est d'identifier des peptides qui ne donnent pas ces réactivités croisées et de voir si on retrouve des réponses chez les patients Covid long séronégatifs, ce qui permettrait de documenter leur infection. Et pour conclure, je pense... Oui, il faut que j'arrête. Donc je vais arrêter. Je voulais juste mentionner cette étude importante UK qui a suivi plus de 7000 patients PCR positifs et ils ont pu trouver que 24% d'entre eux ne séroconvertissaient jamais, ce qui documente vraiment là que l'infection ne mène pas automatiquement à la séroconversion, en particulier chez des patients plus âgés qui avaient une charge virale plus faible et qui étaient souvent asymptomatiques. Et donc je vais arrêter. Donc je ne pourrai pas récapituler sur les différents types d'hypothèses, mais en gros très rapidement, soit une réponse innée excessive qui pourrait causer des dommages dès le départ, microcaillaux, dommages neuronaux ou vasculaires, soit une réponse innée excessive et prolongée qui causerait une inflammation chronique, peut-être une activation des mastocytes, un risque accru d'auto-immunité. Enfin, une possibilité d'une réponse adaptative inefficace qui permettrait la persistance virale avec possibilité de dommages localisés induits par le virus lui-même. Et là, on pense bien sûr à tenter une vaccination ou un traitement antiviral. Et enfin, la possibilité d'une conjonction d'une réponse adaptative forte mais inefficace qui n'arriverait pas à contrôler le virus et qui donc permettrait la persistance virale et l'inflammation persistante. Et donc je pense qu'il y a un besoin d'étudier non seulement la quantité des réponses immunes, mais également leur qualité. Et je conclurai juste sur les remerciements pour l'étude Persicote, donc qui concerne l'étude sur les patients de la cohorte menée par Dominique à l'Hôtel-Dieu. Et je citerai en particulier Jérôme Kervévan, qui est essentiel dans ce travail. Merci à vous. Merci beaucoup, Lisa, de nous avoir expliqué ces choses complexes. On voit qu'on n'a pas encore fini. Alors maintenant,